Bon, chers amis, bonjour. Alors, on dit que pour accéder à un domaine, il faut l'aimer. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que notre invitée d'aujourd'hui, Véronique Geffroy, qui a la passion des vieilles pierres, réussisse à parler au mur, hein. Bon, entre autres, pour sa présentation, je ne peux pas oublier de vous dire non plus qu'elle est docteure en histoire, donc toute sa vie est tournée vers le passé, cette fascination par les vieilles pierres, et donc elle vient de nous faire le cadeau d'un livre vraiment très très intéressant, un livre superbe qui représente beaucoup de travail aux éditions Très Daniel. Les murs ont-ils une mémoire? Hein, et Véronique, donc, vous allez nous expliquer qu'ils ont, non seulement ils ont une mémoire, mais en plus, ce seraient des extensions de nous-mêmes. Tout à fait. Bonjour Christian. Oui, alors moi j'ai voulu dissocier en plus dans ce livre tout ce qui est phénomène de hantise dont j'avais parlé plus tôt dans mon premier livre et phénomène de mémoire des murs, les mémoires qui sont également rattachées à l'histoire du lieu. Et pardon, si les murs en fait absorbent nos émotions quelque part, après, c'est un peu comme une bande magnétique qui tourne à l'infini. Ça crée une interaction avec les gens qui habitent dans le lieu, puisque en fait, une maison, c'est l'extension de nous. C'est comme une seconde peau, en fait. Elles sont comparables à un corps. Moi, je les compare, je les ai personnalisées, de toute façon, les maisons dans ce livre. Et pour moi, oui, elles sont comparables à un corps, exactement. Et les murs enregistrent les vibrations, ce que vous nous dites, chose que j'ai vécue personnellement, puisqu'une fois, alors que je cherchais une maison, un notaire me dit, vous allez voir, dans cette maison, il y a le plus bel escalier de la ville. Et je me souviens être sorti de cette maison en disant, je n'aime pas cet escalier. Je me souviens, je m'étais retourné vers mon fils, c'est la première réflexion que j'avais faite. Et alors, sur ce, quelques mois après, j'ai une patiente qui me dit, ah, je sais que vous avez visité la maison du docteur Untel, elle ne vous a pas plu? Ah, je lui ai dit, écoutez, il y a une chose que je n'ai pas aimée, c'est l'escalier. Ah, elle me dit, mais vous savez pas, Madame Untel est morte dans cet escalier. Alors après, je n'ai pas mené l'enquête, est-ce qu'on l'a poussé ou pas? Je n'en sais rien, mais toujours est-il, il y a eu pour moi, je suis persuadé justement que les murs ont capté cet instant de tragédie, Tout à hein. fait, tout à Tout à fait. fait, hein. Mm. D'ailleurs, il y a une chose, en France, la législation n'en tient pas compte, mais il y a certains pays, même assez nombreux, où l'on peut faire annuler une vente si on apprend a posteriori que la maison, a été le lieu d'un drame, hein. Alors, tout à fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que en France, acheter une maison, c'est un acte. Dans les pays anglo-saxons, on achète par contrat. C'est complètement différent. Le droit anglo-saxon est différent pour ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide d'acheter une maison. Aux États-Unis, par exemple, en France, c'est quand même assez long. En France, on ne donne pas d'existence en fait juridique entre guillemets aux fantômes ou à des événements passés qui pourraient devenir en fait générer des malheurs dans la maison. Ça, on n'en tient absolument pas compte. Mémoire, fantôme, tout ça, on s'en moque. Alors que dans les pays, par exemple aux États-Unis, on peut faire annuler une vente et demander des dommages et intérêts si on apprend a posteriori que dans la maison qu'on vient d'acheter il y avait, je sais pas, il y a quelqu'un qui est mort de maladie, un suicide ou un trafic même, un trafic quelconque illicite qui pourrait en fait donner de mauvaises vibrations à la maison et en fait quelque part induire des malheurs dans la famille, etc. Ça, on peut faire casser une vente. Aux États-Unis, c'est sûr. Alors, prouver que sa maison est hantée, c'est compliqué, mais il y a des gens qui ont fait la démarche. Alors après, prouver, Oui, là, c'est c'est plus compliqué, la subtil, preuve. là. Hein. Voilà. Et Là. puis par contre, quand on sait qu'il y a eu des choses dans cette maison, des tragédies, là c'est facile de faire casser la vente. Oui, tout à fait. Donc en fait au Canada c'est pareil. Beaucoup de gens maintenant stipulent dans l'acte parce qu'ils veulent pas être ennuyés. Qui a eu, par exemple, je sais pas, un suicide, quelqu'un qui est mort du cancer, ou des choses comme ça qui peuvent faire peur aux gens. Donc ça, maintenant, c'est stipulé. Si c'est pas stipulé, que les gens l'apprennent, on peut faire casser la vente. Je sais que c'est appliqué aussi à Hong Kong. Ah, alors, bah oui. Oui. Bah,
Ok, d'accord. Alors, Voilà, aussi mais un comptoir autrefois, de anglais. toute façon, les anciens, dans leur sagesse, avaient déjà la perception que les lieux avaient une très grande importance, puisque apparemment, on ne construisait pas un endroit où les Tout à animaux étaient fait, malades et tout ça. Il y tout à avait fait. quand même cette sagesse que la société moderne, matérialiste, a complètement voulu occulter, hein. Mais autrement, c'est sûr que les lieux ont une importance fondamentale par rapport à la mémoire, parce que quand il y a eu un drame, on parle toujours du lieu du drame. Exactement. On ne parle plus de la date du drame, mais c'est le Alors, lieu, hein? moi, en tant qu'historienne, pour moi, c'est un binôme Oui, pour indissociable. vous. Voilà, C'est 1515 Marignan, par exemple. voilà, On mais pour parle le de commun des la date. mortels, je pense Oui, que ok. 90%, on retient le lieu du drame, hein? C'est vrai, c'est vrai. Alors, Hein. c'est bon, disons que l'époque approximative du drame, mais le lieu, ça, Voilà, c'est quelque chose qui reste dans les mémoires, tout à fait. voilà, hein. Et puis alors, chose qu'on observe à la lecture de votre livre, c'est que les maisons, en fin de compte, semblent un petit peu fonctionner comme notre cerveau, avoir une plus grande faculté à retenir les éléments négatifs que les éléments heureux. Alors, en fait, le problème dans tout ça, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit, on me dit, ouais, mais tu retiens que des témoignages dramatiques, Oui, etc. on donne plus de Parce, valeur à la souffrance qu'au plaisir. Oui, parce qu'en fait, le bonheur, quand les choses se passent bien, normalement, c'est vrai qu'on a l'impression que tout nous est dû finalement, c'est normal, etc. Alors que le malheur, ça nous choque, on le ressasse déjà, on ressasse le malheur, on ressasse pas le bonheur, On le dans quelque revit. chose, voilà, c'est différent. Donc, c'est vrai que les gens sont plus marqués par des maisons qu'ils ont été obligés de quitter rapidement ou alors où il leur est arrivé des tas de choses, que dans des maisons où ils ont vécu très heureux. Parce que ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. On nous dit ça depuis qu'on est petit, à la fin des contes de fées, mais je veux dire, quelque part, c'est normal en fait. Alors qu'il y a des maisons du bonheur, moi je pense qu'il y a des maisons qui nous protègent, et franchement, il y a des maisons qui sont bienveillantes, ça j'en suis persuadée. Les murs ne s'imprègnent pas que du malheur, Ah c'est oui. nous qui interprétons ça comme ça en fait. Ben oui, justement, c'est lié à cette faculté de notre cerveau. Quand même, notre cerveau primitif, il a tendance à prendre le dessus, donc Tout à retient, fait. on est plus fasciné par la négativité. Tant qu'on n'a pas développé la capacité de relever la tête du guidon et de voir que ce n'est qu'un fonctionnement, on se fait piéger, quoi. Et Tout à donc, fait. les maisons, pour revenir vraiment à votre livre, elles ont un pouvoir d'attraction. Absolument. Moi, je pense qu'en fait, dans notre vie, si vous voulez, nos lieux de vie, en fait, c'est comme un fil conducteur comme ça, qui fait sens. Alors, euh, moi, je pense que ce sont les lieux qui nous choisissent. On vit pas dans un lieu par hasard, même si on y vit quelque chose d'horrible et qu'on n'y reste pas longtemps. Je pense qu'on ne vit pas, on passe pas par ce lieu par hasard, jamais. Et moi, j'invite les gens qui vont lire mon livre ou qui l'ont lu, par exemple, à retracer tous les lieux dans lesquels ils ont vécu, ce qui leur est arrivé et le nom aussi, le nom de la rue, le numéro, le nom de la maison si elle en a, ou du hameau s'il y en a un, etc. Parce que tout fait sens et rien n'est hasard. Ça, par contre, moi, j'ai constaté durant mon enquête et ça résonne beaucoup aussi avec nos propres Alors, angoisses, notre vie, en fait. pour prendre un exemple, habiter dans une impasse, c'est pas génial. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Habiter dans une impasse, ça peut être problématique. On est d'accord. Après, je pense qu'il y a des lieux, il faut aussi conscientiser les choses. Et bon, si on adore notre maison dans l'impasse, je vais pas dire aux gens de déménager, mais Oui, oui, c'est oui. vrai que je pense que tout est important, ouais. Tout est à analyser, en fait. Voilà. D'accord. D'ailleurs, vous écrivez, nous pensons habiter nos maisons, mais c'est le contraire. Oui, ah oui, ça j'en suis certaine. Par exemple, alors moi j'adore l'ancien. Quand on rentre dans une maison ancienne, il faut se la réapproprier, il faut repenser un peu la maison, et la façon dont on décore.
par exemple, nos intérieurs, la façon dont les pièces sont, etc. Tout ça, en fait, bah, c'est le résultat de nos vies, de nos inconscients, etc. Enfin, je veux dire, tout a une importance dans la maison. L'enfilade des pièces, et la déco, beaucoup, les couleurs utilisées, La etc. fluidité apparente ou non. Ah, alors ça, c'est vrai, parce que bon, déjà, la fluidité, c'est important pour que l'énergie circule correctement dans une maison, déjà. Quand il y a trop de bazar, quand il n'y en a pas assez, quand Oui, une voilà, maison est vide et voilà. trop propre, voilà, c'est Oui. aussi quelque chose, un vide. Quelque part, il y a un vide, il y a un manque. Après, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les maisons anciennes, mais j'ai aussi travaillé sur les maisons neuves, puisque les maisons neuves ne sont pas forcément neutres. Je veux dire, il y a tout un passé d'une maison neuve. Il y a le passé des matériaux, il y a l'ambiance du chantier. Donc, D'ailleurs, vous faites la réflexion, vous dites j'espère, parce qu'il arrive qu'il y ait des drames dans dans la fabrication des matériaux, par exemple oui. une palette de parpaing qui tombe sur un ouvrier. Vous dites j'espère, mais enfin c'est sans trop d'illusion que ces parpaings après ne sont jamais utilisés. Hein. Oh bah, ils sont évidemment Le utilisés. temps, hein, voilà. Bah, Hein. évidemment, je veux dire, il y a beaucoup de dans les usines comme ça ou les Voilà, cimenteries, il y a beaucoup d'accidents, enfin beaucoup, il y a voilà. des accidents de travail, Accident, souvent assez tragiques, et voilà. c'est vrai que les matériaux sont évidemment vendus. Voilà. Et puis les matériaux modernes aussi, quelque part, sont froids, hein, enfin, énergétiquement. Hein. Alors, ils sont froids, c'est surtout que les matériaux modernes, finalement, ils captent quelque part une mémoire d'industrialisation, une mémoire de stress, une mémoire de vie d'usine, une Oui. mémoire de, voilà, des personnes qui sont dedans. Et je Qui veux est dire, difficile. voilà, qui est difficile, de la fatigue, du Voilà. stress. Et ça n'a rien à voir avec travailler avec Voilà. des matériaux qui sont pluriséculaires comme des pierres calcaires, etc. Ça n'a Alors, rien à voir. c'est pour ça que vous expliquez, vous donnez l'exemple d'un personnage que vous appelez Jérôme, justement, qui a été dans l'illusion de croire qu'avec une maison neuve, tout était beaucoup plus simple, hein, Oui, ben non. mais pas forcément, hein, Non, pas forcément. pas forcément. Bon, alors pour ce qui est des vieux murs, par contre, vous avez une certaine audace quand on lit votre parcours, parce que les vieilles pierres, vous allez les chercher très vieilles. Hein, et puis, Oui. il y a des endroits enfin, qu'on peut supposer chargés, puisque vous avez restauré des bâtiments moyenâgeux, Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une passion. Moi, j'ai le premier en fait que j'ai vraiment restauré, c'est un donjon du Moyen Âge dans le Limousin. dans le Limousin. Alors, je veux dire, c'est le donjon, un Brevart. Hein. Il est au milieu de l'eau, c'est du granit avec juste quelques meurtrières. Dans l'escalier, c'est très noir, très sombre. Bon, c'était un bâtiment fortifié. Hein. Après, on a eu Fougeray, où j'habite. C'est une petite ferme 18e. Alors, moi, je suis un peu une adepte des maisons sombres. Hein, mais bon. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Et c'est vrai que j'aime Ça ne vous beaucoup. empêche pas d'être lumineuse. Non, merci. Mais j'aime beaucoup, quelque part, cette résonance des mémoires très, très anciennes. Moi, ça me parle énormément. Et ça me dérange pas du tout, bien au contraire, de me sentir, en fait, mais tout à fait modestement, dans une suite comme ça historique, je dirais. Voilà. Parce que là, il y a forcément une somme d'événements, Ah bah oui, pas alors que ça forcément. soit à Fougeray ou le Donjon, il y a eu la guerre de Cent Ans, donc Voilà, beaucoup de c'est pas un fleuve massacres. tranquille, hein. Ah oui, non, non, c'est sûr. Non, non, ça c'est sûr. Ouais. Et vous expliquez aussi qu'en fin de compte, les maisons, enfin, dans leur négativité, sans doute aussi dans leur positivité, mais ça, vous ne l'avez pas trop regardé, mais elles accélèrent le processus. Oui, moi je pense que Par une exemple, maison, quelque part, c'est un peu un catalyseur. C'est comme une caisse de résonance quand vous entrez dans une maison. Si votre vie, votre mémoire de vie, votre mémoire transgénérationnelle vibre avec ce qui s'est passé dans la maison, quelque part, ça accélère les choses. voilà. C'est-à-dire, ça peut les accélérer aussi en bien. Mais bon, souvent, ça accélère, je sais pas, s'il doit y avoir une séparation, des choses comme ça. Souvent, J'ai j'ai remarqué. oublié. Oui, j'aurais dû te dire exactement, pour être plus précis, que ça accélère un processus inscrit.
Par exactement. exemple, si déjà, vous prenez l'exemple du divorce, si déjà Oui. il est dans l'esprit du Mm. couple, quelque part, qu'il y a déjà une séparation dans l'invisible, c'est ça Mm. justement qui fait un jeu quantique de nos vies. Hein, si c'est Mm. déjà inscrit dans l'invisible, il est et bien évidemment que si on s'installe dans une maison où il y a déjà eu des divorces, la mémoire des murs, là, on va la recevoir en pleine figure, quoi. Hein. Alors, moi, c'est vrai que dans les témoignages que j'ai eus, en fait, au début, je pensais que conscientiser les choses, ça pouvait éventuellement les éviter. Je me suis dit, bon, si ça se trouve, on conscientise et on fait fi de ça, et voilà. En fait, j'ai quand même eu le témoignage d'un couple, ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés, ils se sont dit que de toute façon, ça ne leur arriverait pas à eux, et ils ont quand même emménagé dans la maison. 2 ans après, ils se sont séparés, alors à la grande surprise de la famille, de leurs enfants, etc. Donc, conscientiser, là, ça n'a pas joué en leur faveur. Et à l'inverse, j'ai un ami qui, marié, achète une maison, une vieille maison en pierre molière dans la banlieue parisienne. Et bon, le couple explose ouais, assez rapidement, un an et demi après. Et le notaire, quand ils ont revendu, le notaire leur a dit que en fait, ils avaient été trompés quelque part parce que les gens avaient vendu en disant que c'était une mutation, mais ils avaient divorcé et que les gens d'avant avaient aussi divorcé. Donc là, c'est vraiment la maison à divorce type quoi. Oui, oui. Et ça sous-entend quelque part, vous faites cette réflexion qui ne manque pas d'intérêt, que le futur est déjà présent. Eh ben moi, je pense qu'en fait, le temps. Alors, je sais que ça, c'est compliqué, c'est pas vraiment, c'est compliqué de prouver ça, mais je pense que le temps n'est pas le temps linéaire qu'on pense avec notre corps, parce qu'en fait, bon, on vieillit, ok, d'accord, on peut pas faire marche arrière, ça, c'est le temps tel qu'on le connaît, en fait. Mais moi, je pense que tout ce qui est justement le passé qui revient, les phénomènes comme ça de mémoire, etc., ou même les phénomènes de hantise. Je pense qu'on a des strates comme ça de temps et qu'on peut avoir des perceptions comme ça perpendiculaires, c'est-à-dire que le temps ne serait pas d'un point A à un point B, tout simplement, mais on peut avoir des perceptions perpendiculaires à cette flèche du temps. Voilà. Et en fait, voilà, est-ce qu'on n'a pas de temps en temps accès à ce que nous, on pourrait considérer comme des anomalies temporelles finalement, mais Ça, qui nous permettraient d'envisager le temps différemment, en fait? ça mène à une vision circulaire du temps. Peut-être. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, je me suis beaucoup posé de questions parce que Ouais, ce qui j'ai est assisté à certain, beaucoup de phénomènes, donc c'est c'est pour ça que que je me pose. selon la vibration que l'on émet, on s'inscrit sur telle ou telle ligne du temps. Ça, Il y a ça aussi, oui. Et moi, je pense que le temps n'est pas. Bon, de toute façon, Einstein a prouvé que le temps, on voilà. pouvait aller dans le futur et on peut aller dans le passé, mais technologiquement, pour l'instant, c'est compliqué. Mais on pourrait, en fait, si on allait à la vitesse de la lumière, etc. Enfin, plus vite que la vitesse de la lumière, d'ailleurs. Mais oui, il y a une coexistence, je pense, à un certain niveau de passé, présent, futur. Je pense aussi. Voilà, hein. Alors, oui, la question, vous posez la question fondamentale, je ne sais plus si je vous l'ai déjà demandé là, depuis qu'on échange, mais qui choisit qui? Ah, moi, je pense que c'est les bâtiments, c'est les lieux qui nous choisissent. Par exemple, je vais vous donner un exemple incroyable. Vraiment, moi, j'ai eu du mal à y croire moi-même. Bon, moi, je suis née à Paris. Mes parents ont quitté Paris. J'étais adolescente. Bon, bref, pour venir vivre à la campagne, les petits oiseaux, tout ça. Bon, moi, j'étais vraiment pas ravie à l'époque, hein. J'ai rencontré mon mari. En 85, on en était tous les deux au stade du flirt. On se connaissait, mais bon. Et il achète aux enchères une vieille maison, une ruine, avec 3 hectares, l'équivalent de 7 000 euros. Vous voyez, donc c'était vraiment, à l'époque on était en francs, mais Oui, oui, c'est mais vraiment c'est une rien. ruine. Oui, Vraiment une ruine. Et cette maison, je la trouvais intéressante. Après, on s'est mariés, on a eu nos enfants, etc. Et on vivait dans une maison tout à fait confortable, avec le chauffage, tout ça. Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, oh, j'en ai marre, la petite maison, là, la ferme, il faut qu'on la restaure. On va être bien là-bas.
Et c'est ce qu'on a fait, on l'a restauré, etc. C'est où je suis aujourd'hui d'ailleurs, D'accord. d'où je vous parle. Et figurez-vous que j'ai une amie généalogiste qui m'aide à faire mon arbre, et elle a découvert qu'en 1772, Antoinette, une de mes ancêtres du côté de ma mère, été née, avait vécu, et était décédée ici. Donc, je veux dire, moi, je suis persuadée que ce sont les lieux, en fait, qui nous appellent, qui nous attirent, et que le hasard n'existe pas, vraiment. Voilà. Et de la même manière, il y a des maisons qui peuvent nous retenir. Ah là là, mon Dieu, oui, Hein. Et que vous l'avez oui, vécu, ça. oui, je l'ai vécu. Alors, par contre, ça, ça, c'est des maisons que moi, j'estime dangereuses, parce que je suis convaincue qu'il y a des maisons dangereuses. Alors, c'est une maison, en fait, mes parents que mes parents ont acheté quand ils sont partis de Paris. Et ils s'y sont installés et ils ont cumulé vraiment les problèmes. Là, ça a été une suite de problèmes pas possible. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, que mes parents voulaient vendre la maison ou qu'ils voulaient en partir, ne serait-ce que pour passer des vacances, il y avait un problème. C'est-à-dire que, par exemple, mes parents avaient acheté des billets d'avion pour le Maroc, on devait partir tous, prendre des vacances et tout. La veille, ma mère se casse la jambe dans l'escalier. Que des accidents comme ça. Moi, j'ai voulu en partir aussi. Bon, bref, je rêvais que de ça, de partir. J'étais à l'époque, j'avais fini ma troisième. J'ai eu un accident de la route très très grave. Je suis restée un an en traumato. J'ai failli ne jamais remarcher. Après, il a eu que ma mère a fini enfin, elle est toujours en vie, mais elle n'y est plus, hein. En chaise roulante. Papa y est décédé paralysé. C'est une maison. Là, actuellement, c'est mon frère. J'arrête pas de lui dire de partir, mais il ne peut pas. Dès qu'il veut déménager, il se passe un truc. Et c'est une maison prison. Alors, le passé de la maison est assez dramatique. Mes parents n'étaient pas au courant à l'époque. En fait, euh, il y a une partie, c'était un ancien couvent, c'est une très vieille maison, et il y a eu beaucoup d'avortements, etc., de fœtus enterrés, enfin des trucs assez, voilà. Et c'est une maison qui est assez atroce. Et je me suis toujours dit, bah, quand ma mère sera plus là, on la vendra, mais il faudra que je fasse quelque chose. Parce que c'est une maison vraiment de malheur. Mais on a vraiment vécu que des trucs horribles là-bas. Alors, quand vous parlez de faire quelque chose, vous pensez à quoi? Bah, là, il faudrait vraiment que je demande. Alors, déjà, je vais demander à un géobiologue, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau du terrain? Parce que des fois, il suffit, je sais pas, oui, d'un terrain avec par exemple, alors les cours d'eau, c'est pas forcément le pire. En fait, le pire, c'est l'eau qui stagne. L'eau qui stagne ça, c'est vraiment pathogène. Il y a des maisons sur des terrains pathogènes. Après, je sais pas, est-ce que cette maison, je sais pas, est habitée par des énergies qu'on pourrait adoucir? Là, par contre, franchement, c'est un vrai problème, cette maison, hein. Oui, ou tout au moins amadoué. Amadouée, c'est ça. Alors qu'elle est très belle, hein, c'est ça qui est dingue. En Euh, fait, elle amadoue les gens par sa beauté. oui, Par oui. contre, vous voyez, voilà. Donc on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait libre. Eh ben non, alors bon, moi je sais que le côté déterministe, quelque part, ça peut passer pour du pessimisme, parce que si on se dit, oui, il y a un destin, on est prédestiné, etc. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, si on se dit tous qu'on est prédéterminé, on a envie de rien faire, même pas se lever le matin. Mais en Oui, fait, je pense quand même qu'on a tous un destin et on est plus ou moins quand même, on est plus ou moins enfin, prédéterminé à faire des choses. Et je pense que le libre arbitre, euh, c'est un peu une illusion, évidemment, on peut faire des choses, mais je pense qu'on l'a à l'intérieur. C'est comme si on était dans un immense, immense tunnel. On peut faire des virages, on peut se promener, on peut faire des trucs, on peut aller expérimenter des tonnes de choses. Je pense que finalement, il y a quand même un déterminisme qui nous gère. Alors moi, j'ai fait des années de grec et les tragédies grecques, j'en ai été. Et moi, j'ai toujours été fascinée parce que la tragédie grecque, c'est ça. Tu veux faire, on te dit ça, tu veux éviter ton destin, t'iras quand même.
Oedipe et Jocaste, par exemple. Mais Mais alors je vois pas ça d'un point de vue forcément pessimiste. Je pense qu'il faut, à partir du moment où on comprend que tout fait sens et qu'on analyse les choses, eh ben, on peut dérouler le fil de son histoire aussi. Je veux dire, voilà, c'est pas forcément être le jouet du destin. Faut le voir un peu différemment. moi, je pense que derrière tout ça, il faut voir que l'extérieur est le reflet de notre niveau de conscience. Si on Il y a ça s'attire, aussi. si on s'attire à une maison qui vibre pas très bien, quelque part, faut quand même comprendre qu'on vibre peut-être pas très bien nous-mêmes, hein, Bah, moi, je pense aussi hein, parce que là, c'est vrai qu'à l'époque, Euh, dans cette maison que j'ai appelée la maison prison, c'est vrai que quand mes parents l'ont achetée, ils avaient énormément de problèmes eux-mêmes que j'ai réalisés après et des problèmes vraiment graves. Et je pense qu'en effet, ils vibraient très bas. Et c'est la même chose, par exemple, sur les maisons qu'on dit malades, comme vous savez, les problèmes de maison, le cancer des maisons, quand on parle de, par exemple, des champignons, etc. Je pense qu'il y a une interaction en fait entre nous et nos murs et que quand on répare nos maisons quelque part, on se on répare prépare aussi. soi-même. Voilà, il y a quelque chose de presque de l'ordre psychanalytique quand on restaure des maisons. Mais si vous voulez, il est un fait qu'une basse vibration, ça rend vulnérable au sens large. Ah, tout à fait, Hein, ça rend sûr, vulnérable bien au sûr. niveau des relations, Oui, tous les niveaux, hein. bien On va sûr. s'attirer les mauvaises rencontres, donc il n'y a rien Oui. d'extraordinaire qu'on s'attire maladroitement un lieu de vie qui va pas nous combler, hein, Non, mais ça, on est d'accord, bien hein. sûr. Mm. Voilà, hein. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est que les maisons, elles ont besoin d'être aimées, Oui. hein. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, si on n'aime pas son lieu de vie, votre lieu de vie vous le rendra. Exactement, Bah hein. oui, une maison que vous intégrez parce que vous avez été chassé d'un endroit que vous aimiez, comme par exemple mes beaux-parents. Alors, ils n'ont pas été chassés, hein, mes beaux-parents, attention. On leur a demandé s'ils pouvaient acheter leur lieu de vie, hein, qui était une dépendance du château de Maintenon, qui était un petit château, un ancien relais de chasse. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis tout à fait à l'amiable. Ils ont gardé de très bonnes relations avec les gens qui avaient le château, d'ailleurs. Mais ils pouvaient pas. Donc en fait, quand ils sont arrivés dans leur nouvelle maison avec leurs enfants, ça a été la maison de la détestation. Mais vraiment, ils détestaient cette maison. Et en fait, dans cette maison, c'est pareil. Ils ont eu une vie extrêmement compliquée. Il y a eu un suicide d'un des enfants, etc. Oui, Et bizarrement, le seul qui a réparé cette mémoire familiale en devenant châtelain, bah, c'est mon mari, en fait. oui, Et oui. c'est- je veux dire, il y avait beaucoup de choses à réparer là. Et c'est vrai que c'est une maison qui a toujours été détestée. Alors, mes beaux-parents sont décédés maintenant. Et cette maison, bah, elle tombe en ruine. C'est-à-dire elle commence à être sous la végétation et elle va tomber en ruine, en fait. Oui, la détestation, ça peut jamais faire de miracle, hein. Ah non, dans tout ça, on est bien d'accord. Ça, c'est Hein. clair, oui. Ça, c'est C'est clair. certain. C'est même, par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui a pas les moyens de se payer une nouvelle voiture, si elle a une vieille voiture qui a la maudit, qu'est-ce qu'elle va s'attirer? Encore plus de problèmes avec cette voiture que si elle se dit pour l'instant c'est comme ça, déjà ça me permet de Oui, me tout à fait. déplacer, de ne pas être sous la pluie, Mm. les choses auront comme des chances de mieux se passer que si quand elle arrive, elle donne un coup de pied dans les pneus. Ah oui, oui, non, mais ça, on est d'accord. Bon, moi, les voitures, perso, je m'en fous total. Ma très vieille voiture me Voilà. comble. Donc, Voilà, ça, voilà. c'est pas Donc, un problème. elle a toutes les raisons d'être en paix avec vous. Complètement, oui. Et alors, quand vous parlez de mémoire familiale, oui, justement, quelque part, votre mari a vengé, entre guillemets, son histoire familiale en devenant châtelain, et vous avez retrouvé votre donjon 500 ans après les croisades. Absolument. Alors, en C'est pas fait, c'est banal. marrant parce que, bah, si vous voulez, il y a deux choses, en fait, dans l'histoire du donjon. Il y a, je pense, moi, à une vie antérieure, vraiment, parce que là, j'ai été vraiment, quand la première fois que je l'ai visité, le donjon, pour moi, je retrouvais vraiment mon chez-moi. Alors, il faut voir que je l'ai acheté 1 franc, hein, à l'époque, hein, Oui. en Un 99. franc Donc, symbolique. voilà le franc symbolique. Donc le franc symbolique, c'est pour vous dire dans quel état il était. Il était vraiment en mauvais état. Personne n'en voulait. Même le département, la région, personne ne voulait s'enquiquiner avec ça. Il était classé. Donc
Après, ça a été une autre paire de manches, mais je veux dire, je m'y suis vraiment retrouvée. Là, je pense vraiment à des vies antérieures, puisque j'ai vécu beaucoup de synchronicité, enfin, de choses comme ça. Et par rapport à ma mémoire familiale transgénérationnelle, en fait, du côté de mon père, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, travaillait dans un château au sud du Portugal, hein, ils sont portugais, et elle a été abusée par le comte, et ça a donné naissance à ma grand-mère, qui était une enfant naturelle. Alors, je ne sais pas si vous voyez au Oui. Portugal, début 20e, le bazar. C'est pas Donc forcément après, ils facile. sont... Ah, non, ça va pas être facile. Donc après, ils sont venus bah, vivre en France. Enfin, ils ont migré comme beaucoup de Portugais à l'époque, mais je veux dire, bon, alors je pense qu'il y a peut-être inconsciemment un esprit de revanche. Ça, je l'ai su après, par contre, hein. Et du côté de ma mère, mon grand-père avait rendu un service à une châtelaine en passant ses bijoux en zone libre. Et ça s'est pas très bien passé après. Il lui avait promis monts et merveilles, il a rien eu du tout. Bon, mon grand-père, c'était quelqu'un de très correct et très gentil et trop gentil là pour le coup. Donc, il y a eu du côté de mon père et du côté de ma mère deux relations compliquées avec les châtelains, en fait, Oui, avec beaucoup l'image d'injustice. du château. Voilà. Alors, je me suis posé la question, est-ce que le fait d'acheter ce donjon et après d'acheter Fougeray, est-ce que ça n'a pas été quelque part, mais je ne l'ai pas conscientisé hein, avant, hein, une revanche, voilà, une revanche de la mémoire, voilà. On peut le ressentir comme ça. Oui, je pense, tout à fait. Mm. Il y a les objets aussi qui, des fois, Des mémoires? Ah bah ont des ça mémoires, c'est sûr. forcément, Bien hein? sûr, bien sûr, Forcément, hein? bien sûr. Bah déjà il y a tous les objets de l'intime. Alors bon, moi jamais j'irais porter par exemple des. Les bagues. Ah ouais, ouais, ça Ouais. les bijoux d'occasion, j'avoue que ça Ouais. me. Mais non, non, les objets. Alors les photos par exemple. Moi chez moi j'ai une boîte funéraire il y a rien de glauque à l'intérieur. C'est une jolie boîte Napoléon III, ébène et ivoire. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est décédée de méningite foudroyante en 1854. Donc on est sous Napoléon III, elle a 24 ans, les parents sont fous de douleur, ils font faire cette jolie boîte et à l'intérieur, ils mettent des objets de l'intime, son corset, ses chaussures, son éventail, enfin des objets à elle perso. Et avant, pendant la visite à Fougeray, j'ouvrais cette boîte. Et parce que le corset, je comprends toujours pas comment les filles arrivaient à avoir une taille aussi fine, hein. Je veux dire, ah non, mais c'est horrible. Et donc voilà. Et un jour, c'était des gens de l'assaut et en ouvrant, ils faisaient la visite et en ouvrant la boîte, et de la boîte est sortie une odeur de putréfaction, un truc de dingue. Et le soir, en spiritisme, on a eu un message qui nous disait n'ouvrez plus cette boîte, vous montrez mes affaires personnelles et ça me gêne. Alors là, on s'est dit ben je vais plus l'ouvrir, donc je l'ai laissé fermer. L'année dernière, j'ai pas ouvert la boîte. Et je faisais du spiritisme. Je montrais en fait à une journaliste comment ça se passait. Sélénie, elle s'appelle Sélénie. Sélénie est venue sur la planche et elle nous dit faites attention aux mythes. Alors sur le coup, j'ai mythes parce que vous savez, ils font des fautes d'orthographe des fois. C'est pas tous des maîtres capello, les esprits. Et donc, je comprends bien. Et en fait, sa boîte était truffée de mythes et Ouais. elles étaient en train les mythes, de faire des trous dans ses affaires. Bon, ouais. Moralité de l'histoire, je pense que les objets, bon, Sélénie est très attachée en fait à sa boîte avec ses affaires, et je pense que vous pouvez ramener des énergies, des mémoires en chinant chez les brocanteurs. Alors moi, je fais que ça, j'adore chiner, mais j'ai eu plein d'histoires comme ça avec des portraits. J'ai une histoire avec un portrait aussi, quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit voilà, voilà comment je m'appelle. Je suis mort à 20 ans dans les tranchées. Je m'appelle Louis Nestor. Alors sur le coup, j'ai dit, bah, vous avez vécu à Fougeray? Et il dit, non, je suis là parce que vous avez mon portrait. Donc je pense que Ouais. dans les magasins d'antiquités ou chez les brocanteurs, euh, il y a Ouais. énormément de mémoire. C'est truffé de mémoire, hein, de toute Ah, mais c'est façon. sûr. Bon. Donc, on a vu la mémoire des murs persiste, même après un changement de destination, hein.
Alors ça, par contre, moi je pense que quand il y a changement de Disons qui destination, deviendrait une école, par tout exemple. à fait. Alors, par exemple, oui, ça peut être, bah là, dans les cas, c'était une école qui est devenue une maison, dans ce que j'explique là, dans les témoignages, où vous pouvez faire d'une grange, par exemple, une immense maison, parce qu'une grange, il y a quand même de la place. Je pense que quand il y a des changements de destination, bah, il faut, quelque part, il faut conscientiser le truc. Il faut presque parler au mur, parce que quand, enfin, je sais que ça peut paraître un peu bizarre ce que je veux dire, mais si vous voulez, quand un bâtiment est construit, vous y mettez de l'intention dans ce bâtiment. Donc forcément, vous construisez pas une grange de la même façon qu'une maison ou je sais pas. Par exemple, je parle du cas d'une salle de justice du Moyen Âge qui là par contre est un lieu mais strictement inhabitable puisqu'en fait toutes les familles qui sont passées par là bah, se sont déchirés, ça a été jusqu'à un suicide, enfin des trucs horribles, parce que dans ces lieux, dans ces murs qui ont été construits pour rendre la justice au Moyen Âge, c'était à l'époque des premiers tribunaux d'inquisition. Il y a dû avoir de prononcer des peines de mort, de torture, des gens qui hurlaient de peur, etc. Et là, vous avez un déferlement de tragédie dans ces murs et c'est un lieu qui est inhabitable. Et tout à l'heure, vous avez employé le mot intention. Le mot est Mm. fondamental, l'intention. Tout à Hein, fait. l'alpha du projet. Hein. Tout à Quand fait. on achète quelque chose, est-ce que c'est avec l'intention de fuir quelque chose? Est-ce que c'est avec l'intention d'être heureux? Ça change tout. Ah, Ça change complètement, complètement l'énergie, hein, bien sûr, bien sûr. du lendemain, quoi. Hein. Mm. Alors, il y a un terme que je n'ai jamais entendu. Qu'est-ce qu'un urbexeur? Ah, vous connaissez pas Non, l'urbex? enfin, j'ai découvert que c'était une drôle de pratique, mais Alors, l'urbex, mais c'est devenu vraiment à la mode. C'est une pratique qui explose, enfin qui a explosé. Bon, maintenant c'est rentré dans les mœurs, je dirais. En fait, c'est des gens qui la nuit, enfin le jour repèrent des lieux abandonnés et la nuit y vont pour faire des films, des photos, des enquêtes aussi pour voir s'il se passe des choses d'un point de vue phénomènes paranormaux, etc. Alors, il y a des urbexeurs très corrects, enfin, c'est-à-dire ils rentrent dans les maisons ou dans les vieux châteaux, etc., ou dans les vieilles usines, et bah, ils se contentent d'être caméra au point, de filmer, etc., et pas de problème. Bon, il y en a qui taguent, qui saccagent, vous avez tout. Bon, moi, après, pour moi, ça reste quand même un peu une violation de propriété privée quelque part, mais bon, bref. Donc voilà, ça c'est vraiment une mode en ce moment et les urbexeurs. Alors tous les ans il y a des accidents parce que forcément malheureusement il y a des gens qui passent à travers un plancher au deuxième étage et qui se tuent et ça c'est quand même ouais, parce que de toute façon c'est une activité illicite, hein. oui, Si vous bien sûr. bah oui, si vous avez l'autorisation quelque part vous n'êtes plus un urbexeur vraiment si vous avez l'autorisation d'y aller. Je trouve que Mais ça enlève du piment, sans doute. c'est ça, exactement, exactement. Donc voilà, c'est ça l'urbex en fait, et c'est devenu une pratique, je dirais, courante. Alors, bah, je vous dis, ouais, il y a des urbexeurs, c'est un peu agaçant, c'est vrai qu'aller partout comme ça, parce qu'ils prennent des photos, des films de lieux abandonnés. Alors, moi, l'esthétique de l'abandon, c'est vraiment quelque chose qui est devenu un peu à la mode où on a l'impression que le temps s'est arrêté. Il y a des couches de poussière, il y a des livres ouverts, des vêtements sur les lits encore, etc. Et je pense que ça, c'est un besoin de mémoire, en fait. C'est un besoin de s'inclure dans quelque chose. C'est comme si, parce qu'en général, c'est des gens qui ont entre 20 et 40 ans max, hein, qui font ça. C'est comme si, en fait, c'est une génération qui manquait d'identité, parce qu'une mémoire aussi, elle est à la quête de mémoire. Moi, je pense que c'est à la quête de son identité aussi. Et peut-être vaudrait-il mieux se créer des références dans la lumière, au grand jour, hein, Peut-être, ouais, je sais pas. je pense. Hein. Ouais. Donc, on a intérêt à jouer dans l'invisible quand même avec des pensées comme plus constructives, Mm, hein, mm. moins poussiéreuses, disons. Ouais, Hein. c'est ça. Et alors, vous parlez du béton malade, hein. Il y en a beaucoup?
Ah, la maladie du béton, oui. Là, par contre, il y en a vraiment beaucoup. C'est beaucoup de bâtiments qui ont été construits après-guerre avec des. En fait, le problème, c'est tout ce qui est tout le fer, toute la ferraille qui est passée dedans. En fait, qui rouille, ça fait des éclatements, des dilatations, pardon, du béton. Et oui, oui, là, par contre, c'est un vrai problème parce que vous avez beaucoup de bâtiments qu'on est obligé d'écrouler, enfin, qui vont être écroulés dans les années qui suivent. Énormément de bâtiments. C'est trop cher de les sauver. Le béton, il est malade. Il est malade. C'est des choses qui ont été construites, je dirais, à la va-vite. Bon, on était après la guerre, hein, je veux pas, je critique pas, mais avec les moyens du bord, un peu aussi, parce que le béton, c'est pas très cher, hein, le béton armé. Et bah là, ça fait des fissures, ça crée des problèmes. Alors, dans le génie civil, tout ce qui est pont, etc., c'est déjà plus grave. Enfin, c'est plus grave. Un immeuble, c'est grave aussi, hein. Mais c'est pour ça que de temps en Oui, temps, oui. ils sont obligés d'écrouler, de faire écrouler par implosion des immeubles. Et moi, je reste convaincue que bah, les gens qui sont dans des lieux comme ça où les murs sont malades, ça envoie pas des taux vibratoires extrêmement hauts. Ça, c'est une certitude. Ouais. Ça fissure de partout. Il y a Et, danger, en fait. Là, les murs sont dangereux quelque part. et puis dans le collectif, c'est beaucoup plus difficile d'agir. Ah, absolument. Alors ça, c'est clair. Parce que là, Hein. c'est comme quelque part quand on est dans sa maison ou dans un appart Voilà, et on peut agir, mais le collectif, c'est comme s'il y avait plein voilà. de cellules. Et là, c'est vrai que c'est problématique. Ouais, faut que tout le monde s'entende à un moment donné. Ouais. Travailler sur la mémoire d'une cage d'escalier, c'est pas facile, Ah hein? non, 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 ça c'est sûr. C'est pas Mm. facile, hein, si on habite. Donc, enfin bon, tout ça ne doit pas nous faire oublier notre pouvoir créateur. Oui, tout à fait. Voilà, mais donc à nous de justement de pas s'attirer, de faire en sorte d'être dans une vibration telle qu'on ne s'attire pas des murs punisseurs, punitifs, Non, hein, punitif. punitifs. Ah, mais Les je murs crois pas punitifs. que, oui, qui est, enfin. Le truc des maisons, en fait, c'est pas de faire de la coercition, de punir, etc. Je pense pas. Je pense que, je pense qu'en fait, les mémoires déposées inconsciemment dans les maisons, peut-être que, bah, c'est vrai que ça crée des vibrations basses si c'est des tragédies, etc. Après, c'est à nous de savoir si le lieu, on peut le soigner ou pas. Moi, je pense qu'il y a une conscientisation de tout ça aussi, qui est peut-être nécessaire, mais je veux dire, moi, je pense qu'il y a des lieux qui sont sauvables. On peut relever tout ça et voilà. Et il y a des lieux qui ne le sont pas, hein, parce que euh, je ne sais pas si vous avez lu le fameux livre Ces maisons qui tuent. Moi, je l'avais lu il y a très longtemps. Ça m'avait vraiment impressionné. Et moi, j'ai eu des témoignages. Moi, je suis convaincue qu'il y a des maisons euh, qui sont, euh, qui sont pathogènes. Faut vraiment pas y rester longtemps. Enfin, c'est voilà, pas plus de 6 mois si on passe vite fait en attendant de chercher autre chose. Mais j'ai l'exemple d'une maison où il y avait un cours d'eau qui avait été détourné, justement. C'est une maison assez récente. Le cours d'eau a été détourné. Et en fait, ça a créé une espèce de flaque, donc une eau croupie, en fait, sous la maison. Et là, tous les 2 ou 3 ans, les propriétaires tombaient malades, mouraient. Enfin, c'était vraiment. Et il y a un couple qui s'est dit, pareil, même problème, je n'y crois pas, tout ça, c'est des bêtises, je vais habiter là-bas quand même. Et ils sont quand même tombés malades. Enfin, bon, il y a des maisons, faut faire attention, elles sont pathogènes, ça, c'est une certitude. Et en plus, ces mémoires se réactivent d'autant plus que la personne n'est pas bien, tout à fait bien elle-même. Ah ben ça, Hein. moi je pense que les C'est mémoires, elles ça se la clé de réactivent, tout, hein. voilà, à partir du moment où on vibre comme la maison. Si Voilà, on vibre bas et on voilà, vibre comme la maison, moi je pense que les mémoires peuvent se réactiver d'autant plus, ça c'est voilà, sûr. Après, il y a un espèce de jeu de pouvoir au niveau des énergies, ouais. voilà. Ou alors une personne qui est vraiment dans une belle vibration, bah, elle aura l'instinct de s'en aller. Ah, elle se sentira pas bien Voilà, et elle à le la percevra. limite, même si bon, elle avait quelque chose à faire dans cette maison, euh, mais je pense que oui, elle partira, ça c'est Elle sûr. aura Oui, l'intuition que oui, même si ça reste tout à fait inconscient, elle partira.
hein. Oui, c'est ça. Puis après, il y a des maisons où vraiment on se sent pas bien à la première visite, hein. Là, faut pas insister, hein. Non, vouloir forcer le destin, ça fait, c'est pas toujours une très bonne stratégie. Non, ça, je suis Hein, mais d'accord. c'est ça, Mm. justement, on est dans une époque où les gens n'écoutent pas trop leur intuition, hein. Mais oui, parce que l'intuition, ça fait partie de la croyance, de tout cet aspect non scientifique. Et c'est vrai que les gens oui, ne s'écoutent pas assez. On travaille avec notre mental aujourd'hui, on est dans le mental. Et le mental, des fois, fait barrière à une espèce d'intuition qui pourrait être un bon guide. Ça, je Voilà, suis... hein. Cette capacité de percevoir les choses, hein. Et ce qui est amusant, c'est que souvent les gens qui sont hostiles à ça en sont les premiers adeptes quelque part, hein, sans le savoir. Comme vous me disiez, quand vous faites vous visiter votre château, il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'il peut y avoir des présences et tout ça. Mm. Ils sont les premiers à vous dire, oh, moi, je voudrais pas y dormir, hein. Exactement, oui. C'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est Bah donc, oui, je veux dire, si vous croyez en rien, qu'est-ce que vous en avez à faire voilà. de venir C'est là, donc etc. ils Puis, perçoivent bien quand même qu'il y a oui, la possibilité de présence, même s'ils veulent pas se oui, l'avouer, oui, hein. tout à fait. Ouais. Alors donc, pour revenir à ce château de Fougeray, qui est aussi un peu le héros de votre livre, hein, Bah, euh, pas que quand même, hein. pas que, non, 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 pas ça non. serait limiter le livre à, mais enfin, Oui, je trouve que Fougeray, j'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais bon. mais, enfin, il est comme présent. Oui, mais oui, c'est vrai, mais Peut-être moins que dans le précédent, c'est ah sûr. bah oui, le précédent, c'était Les Invisibles de Fougeray, Voilà, donc je parle que de voilà, Fougeray. Là, c'est voilà, alors différent. pour vous, dans votre esprit, vous Ouais, l'avez mis beaucoup moins en avant, mais cela dit, absolument. on le retrouve à pas mal de pages. Mm. Donc, vous le faites visiter, vous êtes une guide, Oui, je fais euh, la guide touristique, oui. une guide un peu plus qu'une guide ordinaire. Bah, je le fais visiter, j'explique bah, l'historique du château. J'explique en fait aussi bah, tout ce qui nous est arrivé avec le monde de l'invisible, tous les phénomènes, enfin tout. Je, je donne les principaux phénomènes qui nous sont arrivés par pièce durant la visite. Et bah, parfois, j'ai des curieux qui me disent ah ouais, non, mais moi, je crois pas. Je suis venue par curiosité. Bon, ok, je respecte, il n'y a pas de problème, hein. Mais moi, tout ça, j'y crois pas. Et c'est vrai qu'on quand on gratte un peu, ces gens disent, oh, mais non, mais de toute façon, moi, j'y dormirai pas. On ne sait jamais. Ça, c'est le truc que j'ai. Bah, si vous y croyez pas, il n'y a pas de on ne sait jamais. Je veux dire, ça veut dire que vous y croyez un peu quand même, quelque part. Mais, euh, mais bon, ça, c'est tout le temps c'est tout le temps le problème. Je pense que tout le monde sait. C'est la vérité absolue, c'est qu'on sait qu'on va mourir un jour. Et on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, quelque part, bah, ça peut nous angoisser, ce qui est tout à fait normal, et on aimerait savoir, mais on n'en est pas sûr, on a des pistes, machin, et donc, quelque part, même les gens qui croient en rien, ils se posent cette question, c'est évident, on peut pas ne vivre sans se poser de questions, on n'est pas des machines. Donc, même les gens les plus, pour moi, les plus tout, hein, je veux dire, qui ne croient en rien, les plus athées, les plus tout ce que vous voulez. Moi, je pense qu'ils se posent cette question. Ouais, je vais mourir, c'est sûr. Bah, qu'est-ce qui se passe après? Et Donc, voilà. je suppose, chère Véronique, qu'en même temps, à chaque visite, vous devez avoir des personnes qui vous racontent des événements qui viennent conforter justement que les murs parlent, hein. Ah, mais moi, j'en suis persuadée. Bien sûr, les gens me. Voilà, je regarde dehors, c'est impressionnant la tempête qu'on a. Enfin, bref. Bah oui, mais les gens, en fait, ce qui est marrant, c'est que ils se confient beaucoup après, quand il reste la soirée, etc. Et bah, ils me parlent de choses qui leur sont arrivées, etc. Il y a beaucoup d'échanges. Donc finalement, moi je pense que quand par exemple des sondages sont faits par des grosses boîtes de sondage, par exemple, est-ce que vous croyez aux fantômes? Est-ce que vous croyez à une survivance de l'âme, etc. après la mort? Bon, on a, je trouve, moi, des taux assez faibles finalement. Des fois, on a je sais pas, 30% de gens y croient. Mais moi, je suis persuadée que les gens, ils osent pas vraiment.
vraiment dire Absolument, les choses, mais absolument. qu'il y a beaucoup plus de gens qui croient à tout ça, à la survivance de l'âme, à un monde pour l'instant invisible, aux fantômes. Alors, fantôme, c'est le mot folklorique, mais à tout ça, moi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui y croient. Et là, en plus, là, je viens d'avoir encore un exemple récent. Il y a une amie à laquelle je parlais de votre livre il y a quelques jours, et cette amie, elle a divorcé, et c'est une maison qu'elle avait fait construire avec son mari. Et tout de suite, elle m'a dit, bah, à la réflexion, elle me dit, Christian, maintenant, je suis en train de réfléchir. Il y a eu 5 divorces depuis dans ma maison. Ah bah. Hein. Alors, et c'est eux qui l'ont fait construire, donc Oui, c'est eux qui ont mais ça aurait été les donné le initiateurs. ton, en fait, Oui, de la oui, maison. ça a été Ouais, les c'est eux qui ont initiateurs. donné Une le... amie qui a un certain âge, Ouais. eh bien, a dit, bon, il y a eu 5 couples, et justement, on connaît communément un sixième. Mm. Alors, on s'est posé la question. Va-t-il divorcer? C'est vrai, après, on est influencé quelque part, hein, mais 5 divorces de suite, 5 fois la maison vendue pour cause de divorce. Ah bah c'est après, oui, Je c'est... pense Enfin, que là, je veux pour dire, le même... coup, à Ouais. Hong Kong ou à Londres, ça marche pas. Enfin, plus difficilement, quoi. Ça entraîne une moins-value, hein. Bon bah vu le nombre de divorces, si ça entraîne une moins-value des maisons, l'immobilier va chuter, hein. À moins d'avoir l'intention dès le départ de se séparer. Oui, c'est ça, dès le dé... Oui, voilà, ouais. D'accélérer le Oui, ça va processus. accélérer le processus, Ouais. hein. Voilà, enfin, donc votre livre est formidable, hein. Franchement, et je ne peux que inviter tous ceux qui nous ont écoutés à aller plus loin avec vous, Véronique, hein. Merci. Un grand, grand merci. Donc, c'est facile à retrouver, hein. Les murs ont-ils une mémoire chez Très Daniel. Un grand merci, Véronique. Bah merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci Christian. Au revoir.